Les femmes jouent un rôle clé dans la sphère djihadiste. Entre elles, elles s'appellent les sœurs. Elles communiquent sur Internet. Depuis ce bureau, nous sommes entrés en contact avec elles. Extrait. Ah, barakallahu fik, ma belle. Que je voulais te dire, la femme, elle peut aller faire la hijra. Ça veut dire qu'elle va se marier, qu'elle va avoir des enfants qui vont élargir la Ummah, qui seront des futurs mujahidines, qui vont élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a des sœurs, moi, tu vois, celles qui n'ont pas la possibilité de pouvoir faire hijra, on leur conseille de faire istishahid en France. Moi, quand j'ai dit d'accord pour faire le kamikaze, c'était 2 jours avant. Je me suis arrêtée 2 jours après avoir dit OK. Dans cet univers paranoïaque, le journaliste est un ennemi. D'accord, et je voudrais votre nom, s'il vous plaît. Vos noms. Pas de problème. D'accord. Jamais, au courant, jamais aucun journaliste ne rencontrera. Nous nous sommes immergés dans le monde des sœurs. Plusieurs mois de plongée dans la djihadosphère et des recruteurs de Daesh nous contactent. Tourne un peu ton PC à droite à gauche. Au cœur de notre enquête, Rachid Kassim, un Français de Daesh recherché par les services de renseignement occidentaux. Il nous contacte pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu te sens de faire pour la victoire de l'islam? Pose-toi cette question, réfléchis bien, et quand tu as la réponse, là après moi je peux te conseiller, Inch'Allah. Kassim est soupçonné d'avoir téléguidé depuis la Syrie l'attentat de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Des femmes sensibles au discours djihadiste et déterminées, nous en avons rencontré plusieurs. Parmi elles, des ados d'à peine 15 ans. Moi, je me suis mis quand il y a eu le Charlie Hebdo. Je me suis dit, mes frères, ils défendent une bonne cause. Rares sont les femmes repenties de Daesh qui osent briser la loi du silence, malgré les menaces. Rester dans cet endroit-là, auprès de ces gens-là, auprès de Daesh, c'était mourir, en fait. Pour moi, c'était la mort. Ces gens-là représentent la mort. Ça s'est converti 2 ans avant qu'elle parte. Petit à petit, j'en étais arrivée en fait à détester la vie. Et je voulais mourir en martyr. Prenez un bureau comme celui-ci. Après des mois de travail sur les sœurs, vous pouvez tapisser les murs avec une quantité invraisemblable d'informations. Des textes de propagande, des recruteurs, des consignes, des modes d'emploi pour agir et des réseaux. Ce monde des femmes djihadistes est secret, clandestin, parallèle et avant tout virtuel, caché sur Internet. Un univers interdit aux journalistes. Alors nous avons mis au point un dispositif il y a 6 mois. 2 jeunes femmes de notre équipe ont créé de faux profils Facebook. Elles se sont glissées dans la peau de candidates potentielles au djihad. Converties, françaises, en rupture sociale, radicalisées. Elles ne sont pas des spécialistes de l'islam. En quelques clics, elles découvrent un univers codé. Code 1, accoler le mot à son pseudo. Veut dire la mer en arabe. Code 2, s'afficher en niqab. Même si dans la vie on ne le met pas, le niqab est un outil d'anonymat en ligne. Nos journalistes le portent à chaque contact virtuel. L'anonymat, c'est le code 3. La toile est infiltrée par les services de renseignement et les sœurs le savent. Pour déjouer les surveillances,
une puce de téléphone sans abonnement, un logiciel qui brouille la localisation. Home est intraçable. 18 jours après la création d'un de nos profils, un homme nous contacte. Nous protégeons son identité. Appelons-le Abdel. Son mur Facebook est sobre. Pas de photos de lui, des textes religieux. Très vite, ces questions sont cash. Tes papiers sont prêts? Oui, pourquoi? Pour préparer ta hijra. La hijra, c'est l'émigration en terre d'islam. Mais en langage djihadiste, la hijra, c'est rejoindre la zone de combat irako-syrienne. Abdel affirme être français, basé en Algérie. Impossible de vérifier ces informations. Il est méfiant. 6 jours plus tard, il ordonne de poursuivre nos échanges sur une application protégée, cryptée. Telegram. Abdel nous adresse alors des messages vocaux. Est-ce que t'as ton voile ou quelque chose à côté de toi là, parce que je vais t'appeler. Il sait que pour une sœur, montrer son visage à un inconnu est interdit. Mais il suit un protocole de sécurité. S'assurer que nous ne sommes ni un robot, ni un agent des services, ni un journaliste. Salam alaikum. Tu m'entends? Oui. Et toi? Active rapidement ta vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe en fait. Abdel dévoile son visage. Tourne un peu ton PC à droite à gauche. Fallait absolument que je te vois maintenant quoi, pour pouvoir continuer. Ok, salam. Apparemment, un simple niqab et les murs blancs d'une chambre suffisent à le rassurer. Il affirme qu'il doit envoyer notre profil à des frères en zone irako-syrienne. Quelques minutes plus tard, il rappelle. Il s'agit désormais de nous conditionner à rejoindre le djihad. Et il m'a dit parce qu'en fait les filles seules, genre c'est un peu délicat là-bas. Il a dit elles seront plus libres si elles arrivent mariées. Je t'aurais proposé de te marier quand même, avec moi ou avec mon frère, mais vraiment entre guillemets par forme quoi. Histoire que ça facilite le passage. Je pense que le but là c'est de passer quoi, c'est d'arriver là-bas. Se marier n'est pas juste un simple moyen de déplacement. C'est un acte fondamental pour une sœur. Son premier rôle, faire des enfants. Une fois là-bas, tu vas devenir un facteur hyper important, celui de la prochaine génération. Ton objectif, c'est partir d'ici avec la prochaine génération. Parce que les sœurs là-bas avec les armes, non, c'est pas comme ça que c'est fait. C'est plus les gens pour la prochaine génération. Le recruteur coupe la communication. Le lendemain, il nous contacte à nouveau. J'ai parlé avec les frères. T'es pas connu quoi, mais moi je te connais très peu, je te fais confiance, c'est tout. Mais il faut absolument que tu te prépares vite quoi. Donc déjà il faut que tu apprennes à partir à l'aéroport seul et d'une façon naturelle. En fait, ce qu'il faudra que tu apprennes à faire, c'est obéir exactement où il doit y aller, exactement comme je t'ai dit de faire, d'accord? Abdel impose son autorité. Il va nous parler pendant plusieurs semaines, maintenir le contact. Selon lui, l'intensité du conflit en Syrie nous empêche pour l'instant de nous y rendre. Nous le retrouverons plus tard. Notre personnage de jeune recrue potentiel ressemble au profil d'une vraie sœur, Inès Madani, dont voici la fiche de signalement de la police. Elle a 19 ans, en lien avec la mouvance islamiste radicale, et susceptible de se rendre en zone de djihad, c'est-à-dire en Syrie ou en Irak. C'est pourtant en France qu'Inès Madani va tenter d'agir. Le 8 septembre 2016, elle est arrêtée avec 2 autres femmes. Les Français découvrent l'existence des sœurs de la Hakida, les sœurs pro-djihad. À la une ce soir, l'enquête s'accélère dans l'affaire des bonbonnes de gaz. 3 jeunes femmes radicalisées ont été interpellées ce soir. Pour nous qui sommes en contact avec des sœurs depuis plusieurs mois, le passage à l'acte de femme djihadiste n'est pas une surprise. Sur ces images, l'une d'elles est arrêtée. Mais Inès Madani, la plus jeune, sort un couteau et s'attaque à un policier. Inès Madani est la fille du propriétaire de cette voiture abandonnée dimanche dernier, à 200 mètres de Notre-Dame, avec à son bord 6 bonbonnes de gaz et 3 bouteilles de carburant. Le véhicule piégé, garé en plein Paris, n'a pas explosé.
Avant d'agir, Inès Madani a écrit une lettre d'allégeance à l'État islamique, démarche obligatoire des futurs kamikazes. Moi, Inès Madani, je prête allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi et répondant à l'appel du cher Abou Mohamed al-Adnani, je vous attaque dans vos terres afin de marquer vos esprits et vous terroriser. Je suis seule à agir et je n'ai pas de complice. J'ai menti, manipulé les personnes que vous aurez arrêtées injustement. L'islam sera victorieux. Embrassez l'islam avant qu'elle vous traque et vous tue. La petite fille, elle était à l'école avec Inès. Hein. Depuis petite, ils étaient copines ensemble, hein, comme Inès avait beaucoup de copines dans Tremblay. Patrick habite en face de la maison où Inès Madani a grandi, à Tremblay, au nord de Paris, dans une zone pavillonnaire plutôt calme. Nous le croisons le soir de l'arrestation du commando présumé. Même si je la voyais avec le couteau à la main, j'aurais du mal à le croire encore. Je sais pas. Je peux pas... Non. Je la vois pas en train d'agresser quelqu'un, Inès. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis déçu encore une fois. Comment Inès, la petite voisine, a-t-elle pu se convertir en sœur de Daesh? La propagande de l'État islamique sur Internet a joué un rôle majeur. Comme pour tant d'autres filles que nous croisons en ligne. Je dois te faire un mot? Si, je dois te faire un mot. D'accord. Virginie Leblic connaît bien ces profils. Psychologue belge de confession musulmane, elle reçoit régulièrement en consultation des filles tentées par le djihad. En tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a quand même certaines fragilités, qu'elles soient familiales, qu'elles soient interindividuelles. Il y a de la fragilité psychique et il y a de la fragilité émotionnelle. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui que Daesh choisit pour se faire exploser. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas les grosses têtes qui le font exploser. C'est les anciens fumeurs de joints, les petits pions qui sont fragiles psychologiquement et faciles à manipuler. Et souvent, ce sont des personnes qui sont quand même assez dépressives, quoi. Donc, voilà. Et qui ont, oui, plus de sens dans leur vie, à part celui-là. De dire, j'ai pas de sens à ma vie. Là, j'ai trouvé un sens à ma vie. Il y a beaucoup de jeunes qui partent aussi avec des visions utopistes, hein, des visions humanitaires, de vouloir sauver le monde et d'aider le peuple syrien qui est oppressé. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui s'engagent aussi pour des causes violentes. Donc ça existe aussi. Mais ça reste un engagement personnel par rapport à des croyances personnelles aussi. Notre huis clos virtuel le confirme. Fragiles ou pas, les filles que nous contactons sont déterminées. Pas de place pour le doute. Sur l'application Telegram, une sœur nous invite sur un forum privé intitulé « Cuisine entre sœurs ». Vous pouvez chercher, pas la moindre petite recette ici. Les sœurs ne parlent que de Daesh et de Hijra. Je vais m'absenter. Si vous avez trouvé comment partir, faites-le moi savoir. Salam alaikum. Un frère français de 24 ans, converti, divorcé, cherche une sœur de la Akida. Parmi les sœurs, nous l'appellerons Amina. Son avatar, une lionne rugissante. Notre profil est celui d'une convertie ignorante. Nous l'interrogeons sur la place d'une sœur dans l'islam. Elle nous répond par un message audio. Je me pose des questions, j'essaie de te répondre au mieux que je peux, et puis si je sais pas, j'essaie de chercher dans les livres et auprès des savants qui ont de la science, parce que moi, tu sais, je suis ignorante comme tout le monde. Admettre son ignorance est un signe de modestie dans l'islam. Amina, avec sa voix d'ado, connaît-elle le Coran? En tout cas, elle connaît Daesh. 48 heures plus tard, elle nous envoie 4 chants de propagande de l'État islamique. Al-Hayat Media Center presents Ma calache est armée, les civils désarmés, j'élimine des Français, c'est Vaz qu'il faut remercier, ceinture c'est 4 branchés, dans une foule déclenchée, j'explose des Français, c'est Vaz qu'il faut remercier. Ce sont des anachides, des poèmes religieux chantés. Ceux de Daesh appellent au meurtre et glorifient les attentats. Franchement, les anachides, elles tuent, c'est de la bombe. Je les écoute en boucle.
pas de soucis, si tu as besoin de parler ou quoi, moi je suis là. On est des sœurs filles, faut bien qu'on s'entraide, sinon qui va le faire pour nous, hein. Des sœurs filles, ça veut dire sœurs devant Dieu. Nous n'avons jamais vu Amina, nous ne connaissons rien d'elle, mais déjà, elle nous incite à banaliser la mort. Fais des douas pour qu'Allah aveugle nos ennemis et qu'il m'accorde le shahid. Le shahid, mourir en martyr. Faut que tu places ta confiance en Allah. En plus, toi, tu viens de rentrer dans la religion et tout, donc je sais pas, peut-être que tu peux trouver des choses bizarres et tout ça, avoir peur de mourir et tout. Mais faut pas avoir peur de mourir, hein. C'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Après cet échange, Amina disparaît de la toile. Totalement. Est-elle mythomane? Est-elle dangereuse? Est-elle fichée S? A-t-elle été interpellée? Une chose est sûre, dans la djihadosphère, ces amitiés virtuelles peuvent conduire à des passages à l'acte de jeunes femmes. Cet été, il y a eu l'affaire des bonbonnes de gaz. Mais 2 ans plus tôt, un autre projet d'attentat impliquant des sœurs aurait été déjoué. Le 19 août 2014, la police antiterroriste arrête plusieurs adolescentes. Elles envisageaient d'attaquer un quartier juif à Lyon, à l'arme à feu. Iman, 19 ans, est l'une d'elles. Elle a grandi dans un quartier populaire, une famille nombreuse, des grands-parents chrétiens et musulmans. À 17 ans, Iman bascule dans l'idéologie de Daesh en à peine 6 mois. Il reste quelques clichés du passage de la police lors de son arrestation en 2014. 2 ans de réflexion plus tard, dans sa chambre, Marilyn a retrouvé le sourire. Plus de haine, pas de lionne. L'ex-sœur qui s'apprêtait à commettre un attentat ose courageusement un témoignage précieux et très rare. Moi, si, j'avais peur, je me sentais pas capable, mais en même temps, si ça continuait, je pense que si l'endoctrinement est continué, en fait, ça allait finir par se faire. Puisque je me rendais compte que c'était grave. Et en même temps, je me disais, c'est pour Dieu, pourquoi t'as peur? Donc c'est ça, je me disais, t'es pas une bonne musulmane. Alors si t'as peur, c'est que t'es pas une bonne musulmane, faut pas que t'aies peur. Iman affirme être tombée sous l'emprise d'une Française de 15 ans, rencontrée sur Internet. Appelons-la Camille. Elles vivent à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. Selon Iman, les 2 ados ne se sont jamais vus dans la vraie vie. On s'est connus sur Facebook. Après, on a échangé nos numéros. Et pendant à peu près 6 mois, on a communiqué toutes les 2. Je l'aimais vraiment bien, mais c'était différent de mes amis réels, de la vraie vie. Parce que, en fait, du fait qu'on était très loin l'une de l'autre, on parlait de tout. Parce que je sais jamais si je dois dire celle qui m'a endoctrinée ou... je sais vraiment pas comment décrire. Moi, j'avais jamais pensé à mourir, en fait, tout court. C'est vraiment Camille qui m'a donné toutes ces idées, en fait. Moi, j'avais jamais pensé à mourir parce que la vie, je l'ai toujours aimée. Et après, petit à petit, j'en étais arrivée, en fait, à détester la vie. Et je voulais mourir en martyr. Pour vous, ça signifiait quoi? Mourir en martyr, ça apportait quoi? En fait, le fait de mourir en martyr, ça nous donnait le droit de rentrer au paradis avec 70 personnes de notre entourage qu'on voulait. Et puis le fait de pouvoir emmener toute ma famille avec moi au paradis, ça m'obsédait aussi. Le plan des 2 adolescentes, voler les fusils de chasse du père de Camille et frapper. C'était tout en fait, c'était juste ça le plan. Des armes et aller tuer des gens. Moi quand j'ai dit d'accord pour faire le kamikaze, c'était 2 jours avant. Je me suis arrêtée 2 jours après avoir dit ok. Moi franchement, pour moi ça m'a sauvé la vie l'arrestation. Iman, 17 ans, influencée par Camille, 15 ans. Sauf que les 2 sœurs en cacheraient une 3e, une Française basée en Syrie. Nous l'appellerons Oumanan.
Avec Oumanan, un réseau se dessine. Le peu que j'ai parlé avec elle était sûre d'elle. Gentille mais sûre d'elle. Elle savait ce qu'elle voulait en fait. Il n'existe aucune photo disponible d'Oumanan. Nous avons pu consulter son dossier judiciaire. Des parents catholiques, un père absent, elle est élevée par sa mère. À 18 ans, elle se convertit à l'islam. Elle part en Syrie en mai 2014 à 21 ans. Elle se marie avec un combattant français. Via Internet, elle serait devenue recruteuse. Parmi ses contacts en France, Camille, l'amie d'Iman. Selon Iman, Oumanan les aurait incités à commettre un attentat. Camille, elle disait de faire des opérations en France, genre Mohamed Merah. Oumanan rentre en France en juillet 2015. Elle est immédiatement incarcérée pendant 6 mois. Placée aujourd'hui sous contrôle judiciaire, nous la sollicitons pour une interview. Elle nous répond par SMS. C'est la 3e fois que vous m'écrivez. Arrêtez tout de suite. Stop. Vous n'aurez rien de moi dans votre stupide enquête. Cordialement. Foutez-moi la paix. J'ai autre chose à faire de ma vie. Oumanan nie les faits. Elle affirme que c'est son mari qui contactait les jeunes filles avec son pseudo. Pascal Garbarini est son avocat. Il est habitué à plaider devant la Cour spéciale antiterroriste. Il refuse d'évoquer le fond du dossier, actuellement à l'instruction. Elle doit rendre des comptes à elle-même. Alors ça, on l'oublie. Mais c'est que quand elles sont rapatriées, ou quand elles arrivent à faire le chemin du retour, on est face à sa glace. Hein. Ensuite, elle a des comptes à rendre à la justice, ce qui est normal, où elle doit s'expliquer. Et on ne peut pas dire, ça je l'entends souvent, vous allez peut-être sourire, mais je l'entends souvent, c'est pas l'ardoise magique. C'est-à-dire, ah, je suis rentré, ah ben il s'est rien passé, on efface tout, ah, ben, pourquoi vous me posez des questions? C'est bon, je suis rentré. Et ça, si vous voulez, elles ne se sont jamais posé la question. Au fil de notre enquête, nous constatons qu'il est très facile d'entrer dans les réseaux djihadistes, de parler à des recruteurs, et même d'échanger directement avec des hommes de Daesh. Une sœur nous donne accès à une chaîne privée sur Telegram, intitulée Sabre de lumière. En août dernier, quand nous nous connectons pour la première fois, elle affiche 86 membres. On y trouve une liste sans fin d'appels au meurtre et de propagande, à l'écrit et à l'oral. Et l'animateur se présente. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je suis Ibn Qasim à la radio, comme on dit. Bienvenue dans cette chaîne-là et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit utile à ma communauté, Inch'Allah. L'homme s'appelle Rachid Kassim. Il s'affiche devant ses membres. Kassim serait actuellement entre la Syrie et l'Irak. Originaire d'une cité de Roanne dans la Loire, le jeune Kassim envisage une carrière de karatéka avant de se lancer dans le rap. Sans succès. Kassim se cherche. Il bascule dans l'idéologie djihadiste. Il rejoint Daesh en Syrie. Et en juillet 2016, il se met en scène dans une vidéo de décapitation. Qu'en est-il parmi la plus grande des adorations, c'est-à-dire le djihad fi sabilillah, et qu'en est-il de la plus grande des plus grandes adorations, c'est le fait d'attaquer en terre de coufre. Rachid Kassim est aujourd'hui activement recherché par les services de renseignement. Il est soupçonné d'avoir activé le tueur du couple de policiers de Magnanville, le 13 juin 2016. Il serait aussi derrière l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 où un prêtre a été égorgé. Enfin, Kassim est cité dans l'affaire des bonbonnes de gaz, en septembre dernier.
Sur Sabre de Lumière, quelques semaines plus tôt, il poste d'ailleurs ce mode d'emploi. Guide pour Lion solitaire. Remplir véhicule de bouteilles de gaz, les asperger d'essence et se garer dans un endroit fréquenté, ou foncer avec le véhicule sur un des lieux cités ci-joints. Boum! Plus loin, il appuie ses conseils pratiques à l'oral. Comment se procurer beaucoup de bouteilles de gaz? En fait, vous détournez la conversation vers le prix, afin que le gars en face, il se dit pas, ouais, c'est bizarre, pourquoi il veut autant de bouteilles de gaz? Et donc, vu que les kofars, c'est des gros matérialistes, le gars, il sera focalisé, Inch'Allah, sur le prix. En conclusion, il se réjouit de voir des femmes devenir terroristes en France. J'appelle les frères à se réveiller. Maintenant, quand des sœurs, elles font ça, alors je dis que c'est un signal d'alerte et que ça doit réveiller, faire un électrochoc dans le cœur des frères. Tu te rends compte? Prendre un couteau, aller frapper un policier, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça, qu'une femme, elle fasse ça? Le 16 août, Kassim affiche 211 membres sur Sabre de Lumière, dont nos journalistes et leurs faux profils. Nous le contactons en message privé. Il répond immédiatement. Pour des sœurs du réseau, c'est un jeu d'enfant. Salam alaikum. J'ai 20 ans, je suis convertie depuis 6 mois. Je veux savoir si je dois faire la hijra, partir de France. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah ça en fait c'est toi, c'est même si t'as 15 ans, même si t'as 40 ans, en fait la hijra c'est une obligation. Tout musulman doit faire la hijra à la base. Nous parlons de la hijra pour le mettre en confiance. Mais 10 jours plus tard, notre profil de jeune converti lui dit qu'elle ne sait pas trop comment se rendre utile. Tout à l'heure tu disais fallait passer à l'action ici, t'attends quoi de moi? En fait moi il n'y a pas de problème, moi je peux te conseiller bi'idnillah. Mais ça dépend de ce que toi tu veux faire. Ça veut dire une personne qui va te dire je vais attaquer en France, tu vas pas lui donner le même conseil qu'une personne qui te dit je vais faire hijra. Tu vas pas lui donner le même conseil qu'une personne qui te dit je veux aider de différentes façons. Tu vois ce que je veux dire? Donc selon ce que toi tu veux, moi après je peux te conseiller. Mais le choix de l'action, il faut déjà que toi tu sois sûr de ce que tu veux faire toi, Inch'Allah. Et toi qu'est-ce que tu veux, Inch'Allah? Qu'est-ce que tu te sens de faire pour ta communauté? Qu'est-ce que tu te sens de faire pour la victoire de l'islam? Pose-toi cette question, réfléchis bien, et quand tu as la réponse, là après moi je peux te conseiller, Inch'Allah. Sabre de Lumière affiche maintenant plus de 250 membres. Combien de femmes? Impossible de le savoir. Jusqu'à l'été dernier, Daesh, à l'instar d'Al-Qaïda, interdisait aux sœurs de commettre des actes terroristes. Mais le discours change. Le 26 août, Rachid Kassim va nous inciter à passer à l'action. Alors, salam alaikum. Je ne dis jamais que tu me prends du temps parce que je suis là pour ça. C'est juste que des fois je suis débordé, c'est moi qui m'excuse, subhanallah, de ne pas être assez présent. Et au niveau des actions que toi-même en tant que personne tu voudrais faire, de toute façon il n'y en a pas 50, il y en a 2. Soit là tu essayes de venir ici, soit tu fais un truc de ouf là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Très enchanté. Faire un truc de ouf là-bas, c'est-à-dire attaquer en France. Le 14 septembre, 317 membres suivent le djihadiste. 3 semaines plus tard, Sabre de Lumière est désactivé. Nous aurons d'autres discussions en privé avec Kassim, jusqu'au 8 octobre 2016. Ensuite, il disparaît des réseaux sociaux. Avant de quitter la toile, Kassim avait aussi un compte Facebook. Parmi ses contacts, des sœurs, dont une que nous appelons Zora. Avec elle, nous découvrons à quel point certaines adolescentes sont déterminées. Le 13 juillet, elle nous demande en ami. Sur son mur Facebook, propagande de Daesh, hadith et sourates violentes du Coran. Celui qui meurt sans avoir combattu et sans avoir eu l'intention de combattre, il meurt sur une branche de l'hypocrisie. Tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. L'apologie du terrorisme sur Internet est un délit passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Or, cette page Facebook est toujours active. En réaction à l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 qui fait 86 morts et 434 blessés, Zora nous adresse ce message.
Tu sais, les pseudo-musulmans dehors à Nice, etc. Des koufars aussi. Ils ne sont pas pudiques. Ils se frottent aux koufars dehors. Regarde les femmes voilées dans les trottoirs de Nice. Elles marchent sur le même trottoir des hommes. C'est n'importe quoi. Et le 14 juillet, c'est pas une fête pour des musulmans. Donc voilà. Son compte affiche 3504 amis. Qui est-elle vraiment? À ce stade, oubliez Facebook, les portables ou Telegram. Zora nous propose de communiquer via une console de jeu connectée à Internet. C'est tout bête et très malin. D'après elle, les messageries de jeux vidéo ne sont pas surveillées par la police. Et à la maison, les parents ne se doutent de rien. Leur fille a l'air d'une innocente joueuse. Une fois branchée, nous retrouvons son profil de combattante. Zora joue à des jeux d'action où les cibles sont des policiers et des militaires. Dès le premier échange, nous comprenons qu'elle veut partir en Syrie. Mais je t'explique. En fait, je me suis fait arrêter une fois car j'essayais de partir. Et aussi, l'État m'a pris mes papiers. Et il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'en faire défaut. Bref, c'est compliqué. La confiscation de ses pièces d'identité, sa volonté de trouver un faussaire, montre sa détermination. Dieu soit doué, ma sœur. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Pourquoi? Elle prétend avoir 14 ans. Est-ce vrai? Selon la police, 400 mineurs français seraient actuellement en zone irako-syrienne. Quelques dizaines d'entre eux ont fait le voyage seuls. Persuadée de parler à une sœur avec laquelle elle pourrait rejoindre Daesh en Syrie, Zora accepte une rencontre. Pour protéger son identité, nous anonymisons les lieux. Elle nous attend sur un parking. Jean, basket, pas de maquillage, pas de voile. Ça va? Ça va? Ça va, alaikum. Comme ça, ça va? Ouais, ça va, et toi? Est-elle aussi déterminée dans la vraie vie que sur le web? Nous la questionnons sur la Daoula, l'État islamique. Toi, t'es avec la Daoula depuis... Tu m'avais dit un an? Non. Depuis mes 13 ans. Là, j'ai eu 15 ans. Ça va faire un an et demi. T'avais 15 ans là? Là, j'ai eu 15 ans. Moi, je me suis mis quand il y a eu le Charlie Hebdo. Je me suis dit, le frère, il défendait le même cause. C'est comme ça. C'est par toi-même que du coup tu as découvert la Daoula ou il y a des gens... Je regarde sur internet, mais bon, ma famille ça parce que j'ai déjà essayé de partir une fois. Zora raconte avoir été arrêtée avec une autre sœur lors de sa première tentative de départ en Syrie. Mais la sœur avec qui je parlais, elle était grave surveillée. Je savais pas qu'elle était autant surveillée. À la gare, une fois il y a des... Tu sais, qui sont petits terroristes là. Les gens ils m'arrêtent. Ils t'ont posé des questions sur, je crois, c'est pourquoi. Qu'est-ce que j'allais faire là-bas et tout ça. Moi, je l'aurais pas dit que j'étais avec une sœur. Ouais. Je l'ai pas beaucoup, je l'ai pas bien ça. Je pense que l'aurait fait pareil, j'espère. Son arrestation par les services antiterroristes ne semble pas entamer sa motivation. En tout cas, déjà, je sais qu'il faut passer par l'Italie. Ouais. C'est un frère qui t'a dit ça? Un frère qui est là-bas. Il est passé par l'Italie et l'Italie, c'est pas surveillé en fait. Mais parce que toi, tu m'as dit que t'avais pas tes papiers là. Son commissariat, il a mes papiers. En fait, là, j'ai un voyage en Espagne et je vais récupérer mes papiers. Tu comprends? Et pour l'argent, je suis comment? Pour l'argent, déjà, j'ai économisé, j'ai déjà 50 €. Ouais. Ouais, il y a des frères, ils me parlent des femmes. Ils me disent est-ce que t'es marié et tout, genre fait. Là-bas, déjà faut trouver le frère. Si t'arrives à aller là-bas, tu vas faire quoi? Moi au départ, je voulais aller combattre. Bah après, j'aiderai. Peut-être que je vais me retrouver au paradis, Inch'Allah. Zora abrège la rencontre. Elle n'a donné aucun détail permettant de connaître sa véritable identité. 15 ans, déterminée à partir, elle dit être en lien avec des recruteurs, des passeurs.
comme Abdel, notre premier contact en vidéo Facebook. Il fallait absolument que je te vois maintenant pour pouvoir continuer. Nous sommes restés en lien avec lui pendant 4 mois. Malgré les combats qui continuent en Syrie, Abdel aurait maintenant un moyen pour nous permettre de rejoindre Daesh. Ouais, voilà. Non, essayer de trouver des vêtements un peu style occidental, t'as vu? Des jeans et des t-shirts. Voilà, genre ça, ouais. Mais des trucs un peu à la mode. Donc je dois enlever le jilbab, c'est ça? Quand tu devras partir, oui. Ah oui, j'ai oublié de te demander, t'es sportive ou pas? Oui. Tu peux courir, franchir des obstacles? Ouais, y a pas de souci, oui. D'accord, parce qu'à un moment donné, il y aura un chemin, ce sera assez physique, quoi. T'as intérêt à être en forme. Être discrète à la douane, être sportif pour passer la frontière. Abdel continue de faire la propagande de l'État islamique. Quand tu vas arriver là-bas, il y a beaucoup de pratiques religieuses qui vont te surprendre, en fait. Parce qu'elles n'existent plus dans le monde occidental. Dans le monde arabe... Par exemple? Le fait, par exemple, c'est possible qu'un beau jour, tu te balades dans la rue et qu'on balance quelqu'un au-dessus d'un immeuble. Un homosexuel. Ben, c'est un homosexuel, tu vois. Ils peuvent faire ça? Ben, c'est pas qu'ils peuvent ou ils peuvent pas. En fait, ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils l'appliquent, tu vois. 800 Français, dont plus d'un tiers de femmes, ont abandonné leur famille pour partir en Syrie rejoindre les groupes djihadistes. Le phénomène frappe tout le pays, les villes comme les campagnes. Même ces collines paisibles au cœur du Bordelais. C'est ici qu'a grandi Anissa, l'une des premières Françaises à partir. C'était fin 2013. 2 ans avant les attentats du 13 novembre à Paris. Anissa avait 22 ans. Depuis, sa mère Fatima vit collée à son ordinateur, dernier lien avec sa fille unique qu'elle a élevée seule. Elle dit rien. Vous voyez, on parle de tout et de rien, de pas mal de sa fille depuis qu'elle a sa fille, quoi. Voilà, quand je fais des appels, voilà. Des appels, vous savez, les appels ici, là, quand elle est connectée, que ce soit pas les appels, plutôt les appels vidéo, mais ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Fatima est marocaine et se dit non-croyante. À 20 ans, sa fille Anissa se convertit à l'islam. Sa chambre témoigne d'une métamorphose brutale. J'arrive pas à y rester longtemps, c'est horrible. Anissa adopte le voile et bascule dans le salafisme, l'islam ultra-rigoriste propagé notamment par l'Arabie saoudite. Le salafisme prône le voile intégral, la non-mixité et multiplie les interdits. Anissa arrache les posters de son idole Jennifer et cesse d'écouter de la musique considérée comme illicite. Fatima est désemparée. La bise même. En islam, tout contact entre un homme et une femme qui pourrait se marier est interdit. Cela veut dire que tu ne dois pas faire la bise. C'est vrai. J'ai arrêté de lire, ça me rend folle. J'ai arrêté de lire. Anissa rêve aussi d'humanitaire. Elle veut aider ses frères en religion qui meurent en Syrie. Un mardi, Anissa disparaît. 3 jours plus tard, ses copines sonnent à la porte de sa mère. Un vendredi soir, c'est 2 amis qui m'amènent sa lettre. C'est comme ça que j'ai appris. Elles ont fait en sorte, pas une. Elles ont fait en sorte de ne pas répondre au téléphone depuis mardi que j'ai appelé tout le monde. Pas une qui a répondu.
fallait attendre qu'elle soit en Syrie avant de me donner la lettre. C'était les consignes. Maman, assieds-toi et lis cette lettre attentivement. Certains te diront que c'est de l'extrémisme, mais maman, crois-moi, personne ne m'a monté la tête. Ce départ est plus que réfléchi. Si je te l'avais dit, vous ne m'auriez jamais laissé partir. J'ai décidé de partir en Syrie, c'est très calme. Ne pleure pas, sois forte, je ne suis pas morte, je suis juste ailleurs, un endroit où je suis vraiment heureuse. Avec le temps, maman, tu y arriveras. Je vous aime, Anissa. Elle est arrivée, mariée, avant de partir d'ici avec un Belge. Quelques semaines après, elle s'est retrouvée veuf. J'ai plus eu de nouvelles pendant 3-4 mois. Et puis elle a repris contact une fois qu'elle a été remariée. Et elle a une fille de 16 mois. Elle a déjà exprimé l'envie de revenir. Jamais. J'attends que ça. Vous arrivez à lui exprimer la dureté de son départ? Elle le sait. Elle me demande jamais comment je vais. Elle sait comment je vais. Vous en voulez, vous êtes en colère ou... Pas contre elle, non. Oh, non. Non. Jamais je serai en colère contre elle. En colère, les monstres qu'elle a rencontrés, oui. C'est pas de sa faute. Les monstres dont parle Fatima sont l'entourage d'Anissa, selon elle. Des personnes précises qu'elle accuse d'avoir endoctriné sa fille. Car Internet n'explique pas tout. Les vocations djihadistes naissent aussi de rencontres réelles. Lors de notre enquête, nous avons obtenu cette note de police. Selon ce document confidentiel, un couple aurait exercé une emprise sur la jeune femme. Nous modifions les noms. Rachid, un imam arrivé d'Espagne. Et Mariam, son épouse, une Française voilée, à la mode salafiste. 2 copines d'Anissa refusent de parler devant nos caméras, mais confirment l'influence du couple. Le changement est venu depuis qu'on a fréquenté ces personnes-là. Et c'était des gens géniaux. Si, malgré tout, elle se cercle vicieux avec son mari, c'est ça qui a fait que... Anissa, elle n'était pas bien. Comme ça arrive à beaucoup de personnes dans leur vie. Et c'est vrai que là, elle a eu besoin d'écouter du Coran. Enfin voilà. Et du coup, oui, ils étaient là pour lui réciter du Coran. Mais moi j'ai assisté, il n'y avait rien de, d'anormal, quoi. Rachid est dans les pages blanches. Nous l'appelons. Pas de réponse. Nous allons à l'adresse indiquée. Surprise, c'est celle du SAMU social où personne ne le connaît. Nous finissons par retrouver Rachid sur le parking d'une mosquée de Gironde. Nous tournons en caméra discrète. Nous l'interrogeons sur Anissa. Vous connaissez pas Anissa? Je connais pas Anissa. Qui est Anissa? Votre épouse, c'est bien ça, hein? Oui, ma femme. Ah, c'est ça, hein, votre femme. C'était une amie qu'elle fréquentait il y a 3 ans à peu près, quoi. Je connais pas. Vous connaissez pas? Je connais pas. Ça s'appelle Anissa comme ça? Anissa, ouais. Je connais pas Anissa. Ça vous dit rien du tout? Je connais pas. Moi, je travaille ici, là. Pourtant, d'après nos informations, Rachid se serait rendu chez Anissa avec sa femme et un cousin espagnol qui voulait se marier. Mais le français de Rachid se fait hésitant. Ce responsable de la mosquée tombe à pic. Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, son cousin devait épouser Anissa. Le cousin à qui? Mais ça, c'est pas fait. Ton cousin devrait épouser cette fille. C'est un cousin où? Ici en France? Espagnol. Ah oui, mais ses cousins, ils disent qu'ils sont espagnols. Oui, Espagne. Moi, je pense que le mieux, c'est d'y aller voir avec elle.
Bonne nouvelle, nous programmons un rendez-vous avec son épouse pour le lendemain. Mais au réveil, déception. Bonjour, je ne vais pas donner suite à notre conversation téléphonique d'hier soir et ne vais donc pas venir au rendez-vous. Je vous demande de ne plus me contacter ni chercher après moi ou mes proches. Cordialement. Nous insistons. Oui. Oui. Non, je voulais juste vous dire, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas se voir. Je ne vois pas du tout en quoi ça me concerne. Vous connaissiez cette jeune fille quand même. Mais vous imaginez le nombre de personnes que je connais. Si à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, je suis sollicitée, on finit pas. Oui, mais vous l'avez très bien connue. Ah non, pas très bien. J'ai dû la voir moins d'une demi-douzaine de fois, donc je ne l'ai pas très bien connue, non. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, moi. Parce que vous n'êtes pas allé chez sa maman. Vous ne voulez pas me répondre à cette question-là, parce qu'elle est quand même pas anodine, vous voyez, quoi. Enfin... Merci beaucoup, en tout cas. Allô ? Au revoir. La mère et la grand-mère d'Anissa affirment avoir reçu la visite de Rachid, sa femme, et d'un cousin espagnol. Elles auraient mis leur veto à tout projet de mariage. Vous ne connaissez pas Anissa ? Je ne connais pas Anissa. Votre épouse, c'est bien ça, hein ? هنا قاعد هنا هو هنا وهذاك اللي ياخذ انسه هنا واخوه هنا. Il y avait même son frère, j'avais carrément oublié moi. ومرته هنا وهنا. Parce que là, sa femme. مغميه كل شيء هذا الشيء وكل شيء. هذه عاب العربيات. Mouya, elle était comment ? Elle avait des... Ah ben, elle avait tout, la tenue... Je sais pas comment on appelle ça, là. كانش وجهتي بين, je crois. كان هنا. ثاني même là, لا تاعك لازم اللي تبقى تاكل خواعر. العقاش ما عمر بنتي صلات قدامي قال صلي هي. قبالتي صلات. هاك ما عرفاش عطاها شو كلا. قرا عليها. قرا عليها من عينيه بقات تقول اللي جا قبالتها تقولها. هو اللي قرا عليها طبخها هو اللي هب باللي بنتي. Ensorcelé pour dire converti au salafisme, pas au djihadisme. Selon nos investigations, le couple aurait renforcé Anissa dans son intégrisme religieux, mais rien ne les relie directement à son départ en Syrie. Une troisième personne serait au cœur de l'affaire. Nous la nommons Yasmine. C'est la nouvelle copine d'Anissa. Selon plusieurs témoins, elle aurait exercé un ascendant sur Anissa. Yasmine l'aurait ainsi convaincue qu'elle devait se marier au plus vite, et même qu'elle était possédée. Les deux copines croient aux vertus des médecines prophétiques, à base d'huile purifiée, d'encens et d'une récitation intensive du Coran, l'application de ventouses pour extraire le mauvais sang. Le but, purifier son corps et son âme. Yasmine n'est pas partie en Syrie avec Anissa. Et avant son départ, elle adresse cette lettre d'encouragement à son amie. Qu'Allah te facilite, Anissa. Je pensais être folle dans ce monde. Je pensais être une insatisfaite. Mais je suis seulement une étrangère pour les gens et j'en suis la plus heureuse. Sois une étrangère pour ta famille. Dieu te facilitera. Je suis fière de toi. Je t'aime. Après des mois d'enquête, nous avons retrouvé Yasmine dans un village de la région. Elle est étroitement surveillée pour ses liens présumés avec la mouvance djihadiste. Dans le cadre de l'état d'urgence, elle est assignée à résidence. 3 fois par jour, elle doit pointer à la gendarmerie. La voici qui sort de voiture. Suivie par sa petite sœur de 18 ans, elle aussi doit se présenter devant les gendarmes quotidiennement. Car ensemble, les deux sœurs auraient tenté de partir en Syrie en juillet 2014, 7 mois après le départ d'Anissa. Un autre jour,
Nous retrouvons Yasmine à la gendarmerie. Oui. Bonjour. Alors voilà. A-t-elle, oui ou non, incité Anissa à partir en Syrie? Notre caméra tourne. Nous insistons pour une interview. Oui, mais j'ai rien à dire en fait. Donc, je vois pourquoi vous voulez me parler. Sa famille m'accuse de beaucoup de choses dont je suis totalement innocente. Il y a des gens qui disent que c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais je m'en fous. Ils disent ce qu'ils veulent, vous savez, il faut toujours trouver un responsable, j'ai envie de vous dire. Quand il y a quelque chose qui nous échappe, on a toujours tendance à vouloir trouver un bouc émissaire, mais non. Parfois, il faut se mettre face à la réalité et les gens, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont responsables de ce qu'ils font. Dans ce domaine-là, en tout cas, du terrorisme, du radicalisme, comme beaucoup disent, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui manipule les gens, qu'il y a quelqu'un qui a mis des idées dans la tête. Mais non, les gens, ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est pas tous des cassos qui ont besoin d'un mentor. Faut arrêter avec ce stéréotype. Hein. Je pense que faut arrêter. Et vous, avec le recul, comment vous voyez la Hijra, Daesh, tout ça? Non, mais je ne vous répondrai pas à ces questions-là, monsieur. Je sais que ça finira par se retourner contre moi. J'en ai parlé. Quand Anissa a disparu, les policiers m'ont convoqué pour me poser quelques questions à son sujet. Ça s'est retourné en presque interrogatoire qui aujourd'hui se retourne encore contre moi 3 ans après. Parce qu'on a modifié mes propos, ça a détourné. Donc non, je ne répondrai pas à ces sujets-là. Vous étiez quand même dans la même idéologie avec Anissa à ce moment-là? Humanitaire, oui, au tout départ, oui. Oui. Je vous dis, on avait pour projet, pas que elle, on avait pour projet de éventuellement monter un orphelinat. On s'était renseigné auprès d'associations ici en France. Mais moi, personnellement, j'ai bien vu que c'était impossible, que c'était utopique. Yasmine refuse de donner une interview formelle. Et quand elle comprend que la caméra tourne, le ton monte. Sa petite sœur intervient. D'accord, pas de problème. Donc je veux vos noms. Mais pour nous, c'est important de pouvoir parler avec vous. On fait un documentaire sur le problème des jeunes femmes qui veulent partir au djihad. D'accord. Et on aurait voulu vous donner... On a travaillé sur le... Excusez-moi, monsieur, vous nous appelez? Nous avons sollicité Yasmine à nouveau par la voix de son avocat. Elle n'a pas souhaité répondre. Anissa ne donne toujours que très peu de nouvelles. À ce jour, et malgré les frappes de la coalition, elle affirme à sa mère ne pas vouloir rentrer. Impossible de savoir si elle parle ou non sous la contrainte. En un an d'enquête, nous avons rencontré plusieurs jeunes femmes revenues de Syrie. Certaines sont encore favorables au djihad, d'autres terrorisées. Marie, 30 ans, ose s'exprimer. Pour la protéger, nous modifions sa silhouette, mais c'est bien elle qui parle. La mission humanitaire version Daesh, elle y a cru au point de mentir à son mari pour embarquer son fils de 5 ans avec elle. À Raqqa, en Syrie, elle découvre l'enfer. Dans la maternité où je suis allée pour aider, où j'ai pu constater le comportement assez choquant de ces femmes occidentales, des européennes, le comportement qu'elles avaient envers ces femmes syriennes qui venaient accoucher à cet endroit-là. Elles avaient l'argent, et des euros ou des dollars, donc elles avaient aussi ce pouvoir-là sur ces femmes syriennes. Elles se comportaient comme des personnes qui venaient coloniser, qui venaient apprendre à l'occuper, ce que c'était que d'être un bon musulman. Elles percevaient les Syriennes comme des sous-femmes. Enfin, voilà, c'est des personnes qui avaient besoin d'être rééduquées, apparemment. Marie se rebelle. Elle est enfermée avec son fils dans une madafa, mi-couvent, mi-prison, exclusivement réservée aux femmes seules, veuves, répudiées ou punies. C'est une espèce de grande maison où nous étions à peu près une 50aine de personnes, donc femmes et enfants. La plupart de ces jeunes garçons ou petits garçons étaient très turbulents, assez violents, quoi. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir des scènes de combat ou des scènes de décapitation ou autres que Daesh leur passait en permanence. Les portes de cette madafa étaient fermées, bien évidemment. Dans la madafa, des films de propagande tournent en boucle. On voyait des têtes coupées, des gens enfermés dans les cages en train de brûler. Des femmes applaudissaient, éprouvaient beaucoup de plaisir à voir ces images-là. J'ai fait la connaissance de cette jeune Belge complètement excitée par l'idée
vivre très prochainement un mariage qui se préparait pour elle avec un djihadiste. Enfin, on l'avait aperçu par les vitres teintées de la Madafa. Donc, c'était un homme plutôt qui paraissait crasseux, qui avait l'air de sortir lui aussi à peine de l'adolescence. Son espèce d'arme qui, je sais pas, qui pesait peut-être, qui est aussi lourd que lui. Il était loin de ressembler au chevalier, au grand chevalier combattant, musclé, grand, ou je ne sais pas quoi, qu'elles imaginent toutes, et doux, et je ne sais quoi. Non, il est venu la demander en mariage avec une arme sur l'épaule. Elle profite du mariage de la jeune Belge pour se sauver. Courir dans Raqqa avec son fils. Ce sont des militants syriens qui vont les sortir du pays en échange d'une forte somme d'argent. Rester là-bas, c'était mourir. S'enfuir, c'était risquer de mourir, mais on avait peut-être 50% de chance de réussir. Donc j'ai décidé de tenter notre chance. À son retour en France, Marie est incarcérée 5 mois. Libre à nouveau, menacée par Daesh, Marie refuse de se taire. Daesh fait du mal, Daesh tue. Donc c'est impossible. C'est impossible de rester, d'aller là-bas pour rester vivant ou espérer une vie correcte pour la population et peut-être pour soi-même. C'est impossible. Marie ne veut pas vivre avec l'étiquette ex-sœur de Daesh toute sa vie. Au fur et à mesure que sur le terrain irako-syrien Daesh recule, les femmes djihadistes commencent à rentrer en France. Mais si elles fuient les bombardements et les zones de guerre, toutes n'ont pas renoncé à l'idéologie djihadiste. Le sort de ces revenantes est une question de société posée à la France. Je veux qu'on s'interroge sur la réponse que notre société dite moderne peut apporter à ces personnes-là. Parce qu'on peut continuer en disant, bon, elles sont parties là-bas, on ferme la porte, voilà, c'est foutu, on n'a qu'à les condamner, etc., etc. Et je n'emploie pas les petits mots qui vont avec. Mais, ok, très bien, mais ça, c'est une société, c'est Sparte. Au terme de notre enquête, nous contactons Rachid Kassim, ce Français de Daesh soupçonné d'avoir commandité plusieurs attentats en France, pour qu'il réagisse à nos investigations. Kassim est réapparu sur la toile le 19 janvier 2017. Rachid Kassim, nous sommes journalistes et tournons un documentaire pour la télé française. Ce message, nous l'envoyons sur le compte Telegram avec lequel il communiquait avec nous. Dans l'attente de vous lire ou de vous entendre pour envisager cette interview. Le lendemain, le symbole accusé de réception est activé, mais nous n'aurons pas de réponse. Nous tentons de joindre Abdel, le recruteur, en vain. Son compte Facebook est lui aussi fermé. Iman, elle, attend son jugement. Mineure au moment des faits, elle risque une peine de 5 ans de réclusion et 225 000 € d'amende. À 17 ans, on ne doit pas être prêt à se tuer pour des idées fanatiques. Parce que c'est pas ça l'islam. Et l'islam, ça s'apprend pas sur Facebook. Avec l'aide de sa famille, de sa sœur notamment, Iman se reconstruit. Elle s'est lancée dans des études universitaires. Par ce témoignage, elle veut adresser un message d'espoir à d'autres jeunes Français tentés par le djihad. Tu leur as dit. J'ai tout dit. Ah, d'accord. Non, on sait jamais. Victime ou instigatrice, complice ou manipulée. Longtemps cachées dans l'ombre des hommes, les sœurs sont maintenant au cœur des investigations de l'antiterrorisme.